Donc, en fait, la guerre qui effectivement a débuté en 2014, mais il y a des discussions concernant la date exacte, y compris, je dirais, la communauté internationale qui a commencé sérieusement à s'en soucier et les acteurs régionaux seulement en mars 2015. Cette guerre-là, elle a, comme un peu tous les conflits, je dirais, une histoire un peu longue. On peut penser qu'elle est essentiellement le fruit de l'échec de ce qu'on avait appelé le printemps arabe ou le printemps yéménite de 2011-2012, son échec à travers finalement une disjonction qui s'est passée dans les années qu'on pouvait considérer comme étant de la transition en 2011, enfin 2012, 2013, 2014. Donc une disjonction entre un niveau, je dirais, institutionnel qui avançait bon gré mal gré avec une transition politique qui était en cours, et puis un niveau peut-être plus quotidien et aussi, on va dire, invisible, qui, sur le plan quotidien, a fait que la situation économique s'est détériorée. Et donc, on a eu une réaction de la part de certaines composantes de la société sur laquelle eh bien, des groupes contestataires ont pu capitaliser. Et parmi ces groupes contestataires, le plus important, c'est évidemment celui qu'on appelle la rébellion houthiste, également appelé le groupe Ansar Allah. Et il y avait aussi donc, le niveau quotidien, c'est-à-dire la difficulté à avoir, je dirais, accès à l'électricité, à l'essence, tous ces éléments-là qui ont, d'une certaine manière, discrédité les avancées qui, sur le plan institutionnel, avançaient. Parallèlement à ça, donc, il y avait un niveau un peu plus invisible qui était lié à ce qu'on pouvait considérer comme la résilience de l'ancien régime à travers notamment les structures sécuritaires. Donc l'ancien régime du président Saleh, qui avait été au pouvoir de 1978 à 2012, qui a été poussé dehors par le soulèvement de 2011-2012. Il avait abandonné le pouvoir au prix de son maintien dans le jeu politique. Et ses alliés sont parvenus, en s'alliant notamment avec leurs anciens ennemis houthistes, à mettre à mal le processus de transition. Et c'est donc cet élément-là, je dirais la résilience de l'ancien régime, qui a joué un rôle très important dans le déclenchement de la guerre, parce qu'il a fourni aux houthistes un surplus, je dirais, de capacité organisationnelle, un surplus militaire qui les a conduits en juillet 2014, puis en septembre 2014, à prendre le contrôle de la capitale Sanaa. La question des acteurs au Yémen, elle est toujours de multiples niveaux. Il y a plusieurs échelles et c'est ce qui caractérise, je dirais, la grande complexité du conflit au Yémen. Il y a plusieurs échelles, tout simplement parce qu'on a une échelle interne avec des acteurs, bon, on a mentionné les houthistes, les rebelles qui sont aujourd'hui encore, 7 années après le déclenchement de la guerre, en contrôle de la capitale, qui ont très largement accru, je dirais, leur base territoriale, leur base politique, que rien ne permet de penser qu'il serait, je dirais, défait, en dépit de ce qui pouvait sembler être un déséquilibre patent des forces en présence. Donc on a d'un côté les houthistes qui forment un camp relativement unifié. C'est peut-être ce qui constitue aussi leur propre force. Face à eux, on a au contraire un camp qui est extrêmement fragmenté au niveau interne. Hein. Je suis toujours sur le niveau des acteurs internes, avec des mouvements qu'on peut qualifier de anti-houthistes, et c'est peut-être ce qui, je dirais, est le dénominateur commun, avec d'un côté ceux qu'on appelle les représentants du gouvernement légitime, donc avec le président Hadi. Ils sont extrêmement affaiblis, et d'ailleurs le président Hadi n'est pas retourné depuis plusieurs années au Yémen, et il vit toujours en exil en Arabie Saoudite. À côté de ce gouvernement légitime, on a, avec des alliances
plus ou moins établi, mais au moins une idéologie différente, c'est le mouvement des frères musulmans, représenté par le parti Al-Islah. Ensuite, on a des milices salafistes. On a également le mouvement qu'on appelle sudiste, qui, bien que le président Hadi soit d'origine sudiste, mais le mouvement sudiste ambitionne, déclare souhaiter la sécession avec le Yémen du Nord. Ce qui pose un certain nombre de problèmes concernant eh bien, les stratégies de pacification, tout simplement parce que ces acteurs-là ne sont pas d'accord. Et puis, en 2017, est venu se joindre à cette déjà composante extrêmement fragmentée les anciens partisans du président Saleh. Vous vous souvenez, lors de la réponse à la première question, j'avais dit que c'était justement l'alliance établie entre le clan Saleh et les houthistes qui avait permis aux houthistes de gagner le pouvoir. Or, en fin 2017, Saleh lui-même, à Sanaa, déclare qu'il est disposé à changer de camp et à se retourner donc contre les houthistes. Et dès lors, ils vont le chasser, l'assassiner, et les partisans de son clan vont s'allier avec le groupe anti-houtiste, mais encore plus le fragmenter, tout simplement parce que, eh bien, ils étaient malgré tout les adversaires des anti-houthistes pendant longtemps, et ils représentent l'ancienne garde. Donc ça, c'est le niveau interne, et puis il y a le niveau régional, qui est là aussi marqué par une relative unité du camp pro-houtiste, avec l'Iran qui effectivement soutient sur le plan militaire, probablement de la formation, probablement financièrement aussi, et puis symboliquement les houthistes. Et puis de l'autre, un camp qui, bien que formellement il devrait être unifié et partager le même objectif, se trouve en fait assez fragmenté, alors pas au point de nécessairement se faire la guerre, mais au moins se jeter, comme on pourrait dire, des pots de banane. C'est l'alliance dans la coalition entre principalement l'Arabie saoudite et puis les Émirats arabes unis, avec encore deux groupes qui semblent avoir sur le terrain yéménite des objectifs qui sont assez différents. L'Arabie saoudite qui maintient malgré tout sa confiance au pouvoir du président Hadi, en continuant à l'accueillir chez elle, à Riyad, en maintenant au moins le semblant de légitimité juridique, parce qu'il y a une résolution des Nations Unies qui dit que Hadi est le président légitime, et à l'inverse, les Émirats arabes unis qui, eux, eh bien, soutiennent très directement, parfois de façon je dirais, assez choquante même quand on considère qu'il y a cet objectif contenu dans les résolutions de l'ONU de rétablir au pouvoir le président Hadi. Eh bien non, les Émirats arabes unis ont parié sur eh bien, le mouvement sécessionniste sudiste qui a pour objectif direct de fragmenter la souveraineté du pays. Et donc, cette fragmentation du camp anti-houtiste, à l'échelle interne et puis à l'échelle régionale, elle explique très largement, je pense, la fragilité de l'intervention contre les houthistes. Et on peut se dire que plus la guerre dure, plus d'une certaine manière, eh bien, le camp houtiste se renforce, se structure, parce qu'il y a justement cette impression, ce réflexe peut-être nationaliste chez beaucoup d'Yéménites qui est de dire, eh bien, c'est finalement la seule force qui nous représente. Les conséquences géopolitiques du conflit yéménite sont assez fréquemment, je dirais, négligées, notamment en Europe, dans la mesure où nous n'avons pas eu, contrairement par exemple au cas syrien, la même vague, je dirais, de réfugiés qui avaient pendant un temps généré, je dirais, un intérêt pour la question syrienne. Côté yéménite, il y a peu de flux de réfugiés, notamment parce que la position géographique du pays rend difficile tout mouvement de population, mais aussi parce que eh bien, les Yéménites ont probablement trouvé
particulièrement au Caire, finalement un endroit où s'installer et puis recréer, je dirais, presque un petit Yémen. Mais ce désintérêt des Occidentaux pour la question yéménite, qui a peut-être des implications directes sur la poursuite du conflit. Mais ce désintérêt-là ne doit pas occulter tout simplement le fait qu'il y a aussi des conséquences géopolitiques. J'en vois plusieurs. Je pense que l'une d'elles, c'est probablement, contrairement à ce que les dirigeants saoudiens espéraient, eh bien, la mise en lumière de peut-être la fragilité du pouvoir saoudien, ou au moins de sa capacité de projection, y compris sur le plan militaire. C'est un fait que la guerre a pu débuter, je dirais, parce qu'il y a eu une forme de laisser-faire de la communauté internationale, particulièrement des États-Unis, qui, ne comprenant plus réellement en 2014-2015 ce qui se passait au Yémen, ont estimé que les Saoudiens étaient probablement les mieux placés pour intervenir. Donc, on leur a, alors indirectement évidemment, les diplomates qui étaient chargés de ces questions-là ne le reconnaîtraient pas, mais on leur a donné ce qui peut être considéré comme une carte blanche. Cette carte blanche, elle a été utilisée par les Saoudiens qui probablement considéraient qu'ils allaient régler cette question yéménite rapidement. Ils allaient aussi pouvoir montrer leurs muscles face à l'Iran. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Et une des conséquences géopolitiques, c'est bien évidemment que la puissance militaire de l'Arabie saoudite apparaît comme étant, je dirais, insuffisante. Et puis, on a eu tout un cas récent également de projection de la violence par des drones autistes ou bien des missiles qui bien montrent que finalement l'Arabie saoudite n'est peut-être pas en capacité réellement d'assurer la sécurité à l'échelle régionale. Une autre conséquence géopolitique est probablement liée à finalement la capacité de l'Iran aussi à s'imposer à l'échelle régionale. Elle fait face, je l'ai dit, à la faiblesse de l'Arabie saoudite. On n'a donc pas deux acteurs qui sont sur un pied d'égalité, et d'autant plus que finalement la capacité de l'Iran, elle s'exprime avec, je dirais, des moyens qui sont relativement faibles, particulièrement quand on les compare à ceux de l'Arabie saoudite. C'est-à-dire que l'Iran parvient, sur le plan géopolitique, à inquiéter d'une certaine manière l'Arabie saoudite, tout en usant finalement de ressources qui sont faibles, ou du moins assez peu visibles pour ce qui concerne l'Iran et son rôle au Yémen. Il n'y a donc aucun parallèle qui peut être établi entre le rôle effectif de l'Iran sur le plan de la formation militaire, sur le plan de financement des houthis, et puis de l'autre côté, les bombardements quasi quotidiens ou quotidiens menés par l'Arabie saoudite et la coalition au Yémen. Et donc cet élément-là est malgré tout, je dirais, une conséquence géopolitique importante. Et puis après, au niveau de la coalition, il y a malgré tout la conséquence liée à le poids croissant que joue, face peut-être au vide saoudien, face à la faiblesse saoudienne, joué par les Émirats arabes unis qui essaient, à travers le Yémen, aussi de boxer dans une nouvelle catégorie, ce que les Saoudiens ne semblent pas disposés pleinement à accepter. Donc là, on a aussi une rivalité qui s'exprime. Enfin, peut-être sur le plan géopolitique, il y a malgré tout des conséquences qu'on ne voit pas encore pleinement, mais qui potentiellement peuvent aussi causer du tort et peut-être aussi amener la communauté internationale à s'intéresser un peu plus au Yémen. C'est le fait que le Yémen est situé sur des routes commerciales. Il y a une vingtaine d'années, le chercheur Hassan Salameh avait dit, pour décrire le Yémen, que c'était sans doute un pays qui était trop bien situé. C'est-à-dire que la situation à la croisée des continents et sur les routes principales du pétrole avec le détroit de Bab el-Mandeb, entre la péninsule arabique et puis l'Afrique, entre le Yémen et Djibouti, faisait peser finalement des responsabilités particulières au Yémen. Or, on peut parfaitement imaginer, même si ce n'a pas été la stratégie directe des houthis pour le moment, qu'ils pourraient très très bien user
de cette position-là pour eh bien, mettre à mal, malgré tout, eh bien, beaucoup de ces routes commerciales, exercer une pression supplémentaire sur la communauté internationale. Donc, les attaques qui ont eu lieu en janvier dernier, janvier 2022, contre les Émirats arabes unis par des drones, constituent effectivement une escalade. Ils constituent, du point de vue des houthistes, une réponse au réengagement des Émirats arabes unis sur un front principal, celui qui devait, il y a quelques mois, je dirais, conduire les rebelles houthistes à prendre la ville de Mareb, qui est le principal réduit dans lequel le gouvernement légitime est installé. Cette réescalade, dans le contexte yéménite, elle constitue finalement peut-être une preuve de la volonté des Émirats arabes unis, comme je l'ai dit tout à l'heure, de changer de catégorie et de s'imposer d'occuper le vide laissé par l'Arabie saoudite. Mais elle pose aussi un certain nombre de problèmes, je dirais, stratégiques aux Émirats arabes unis, dans le sens où, pour la première fois, eh bien, se trouve mis en lumière sa propre faiblesse, la propre faiblesse de contrôle de ses frontières. Et puis aussi, elle met en lumière la capacité de projection des houthistes. Donc, on a eu une réponse à l'échelle internationale qui, d'une certaine manière, acte l'escalade au Yémen avec l'engagement des grandes puissances, des États-Unis en particulier, mais aussi de la France, le sens donné aussi aux accords d'Abraham et le fait que les Émiratis aient signé un accord avec Israël, et Israël a débattu au moins de la possibilité d'aider les Émiratis dans leur protection contre d'éventuelles frappes des houthistes. Et donc, on a une signification de cette escalade qui n'est guère encourageante, si ce n'est que, eh bien, d'une certaine manière, elle a acté pour les Émiratis le fait que peut-être il ne fallait pas trop s'engager dans le conflit. Mais dans le même temps, cette démarche, elle a pour effet, un peu comme la stratégie globale de l'Arabie saoudite, eh bien, de renforcer la motivation, je dirais, des houthistes qui perpétuellement, et c'est le cas donc, depuis le début de la guerre, ont le sentiment que le temps, d'une certaine manière, joue pour eux, que chaque fois qu'il y a une escalade, ils parviennent eux-mêmes à y répondre et à infliger des blessures, je dirais, à leurs opposants. C'est le problème des guerres asymétriques. Alors, il est évident que, eh bien, à chaque fois que les Émiratis ou bien les Saoudiens se trouvent frappés, ils frappent encore plus fort. Et les principales victimes de cette escalade-là sont bien évidemment les Yéménites. Mais simplement, sur le plan symbolique, eh bien, un mort en Arabie saoudite a fait presque davantage de dommages que des bombardements sur la capitale Sanaa. Je l'ai dit, sur le plan symbolique, hein, non pas sur le plan humanitaire. La communauté internationale est, je dirais, pour ce qui concerne le conflit au Yémen, marquée par une forme d'ambivalence. C'est-à-dire que contrairement au cas syrien, on y revient souvent, mais il n'y a pas une fragmentation excessive des positions au sein de la communauté internationale. On n'a pas une polarisation entre différents camps qui a pu s'exprimer. Et dans le même temps, en dépit de cet accord ou ce quasi-accord de la communauté internationale pour intervenir et, je dirais, régler la question humanitaire, eh bien, on a dans le même temps une forme de désintérêt. Désintérêt lié peut-être à une forme de méconnaissance,
Et puis aussi lié au fait que eh bien, la communauté internationale n'est pas nécessairement blanche comme neige quand il s'agit du Yémen, particulièrement parce que eh bien, les grandes puissances et notamment les membres permanents au Conseil de sécurité ont des intérêts au Yémen, ont des intérêts dans la péninsule arabique qui passent beaucoup par eh bien, les ventes d'armes. Et donc, on a je sais pas, une forme de malaise qui peut s'exprimer dans les grandes capitales concernant le dossier yéménite. Ça ne veut pas dire que face à l'urgence humanitaire, il n'y a pas eu de réponse. Au contraire, si dès le départ, l'ONU a pu tirer la sonnette d'alarme en décrivant ce que vous avez dit, enfin, ce qui est inclus dans la question, c'est-à-dire eh bien, la description du Yémen comme le lieu de la plus grande catastrophe humanitaire au monde, eh bien, on a eu une réaction qui a été de mettre en place tout un tas de mécanismes via l'ONU, mais aussi via des ONG qui ont permis, dans une certaine mesure, d'échapper à la catastrophe qui était annoncée. Évidemment, chaque année, il y a des demandes qui sont formulées par les Nations Unies pour financer les programmes de la réponse humanitaire. Épisodiquement ou de façon systématique, on a eh bien, les chiffres des réponses données par les grandes puissances qui ne permettent pas de satisfaire la demande. Et face à ça, eh bien, il y a la réponse qui est apportée par les responsables de l'ONU qui dit on est déçu en fait du niveau d'attente. Tant et si bien que par exemple la dernière campagne n'a pu donner lieu qu'à une réponse d'environ les 2/3 des attentes ont pu être comblées, ce qui donne lieu à une réponse, à des réactions en disant on met en danger les Yéménites. D'autant plus que le contexte de pandémie a d'une certaine manière aussi accru eh bien, le désintérêt pour le Yémen. Et donc cette question humanitaire, elle reste pleine et entière. Le désintérêt, l'incapacité de compréhension ont largement détourné, mais pas totalement. Et ensuite, on a le niveau qui est annexe, je dirais, à celui de la réponse humanitaire, qui est lié à l'engagement de la communauté internationale pour favoriser une voie pacifique, un règlement de paix, donc à travers des négociations. Et là, on a eu un engagement qui est assez similaire finalement à celui de la réponse aux questions humanitaires, c'est-à-dire une espèce de méprise et puis en même temps un désintérêt partiel. La méprise, elle est liée peut-être au cadre. J'ai mentionné tout à l'heure les résolutions d'ONU, particulièrement la résolution 2216, qui fournit un cadre qui est extrêmement contraignant et qui, d'une certaine manière, empêche d'entamer des négociations qui seraient, comme on dit, holistiques en anglais, c'est-à-dire qui intégrerait l'ensemble des acteurs. On se retrouve avec des négociations qui mettent face à face la rébellion et le pouvoir légitime. Or, il faudrait avoir une approche plus globale qui permettrait notamment d'intégrer les acteurs régionaux, mais aussi des acteurs qui comme les sudistes, eh bien, se trouvent négligés et n'ont pas vraiment voix au chapitre, du moins pas officiellement. Et puis, ensuite, il y a les efforts qui bien, sont peut-être insuffisants dans le sens où la pression qui se trouve exercée sur les belligérants, elle n'est probablement pas assez ferme, notamment pour ce qui concerne le respect du droit international, notamment pour ce qui concerne le maintien des fournitures en armes par les puissances occidentales. Les États-Unis, au moment de l'élection de Joseph Biden, avaient laissé entendre qu'il y aurait, je dirais, une pression accrue sur l'Arabie saoudite. Or, ce n'a pas été le cas. De la même manière, eh bien, la France, je dirais, sur le plan de son exécutif et d'une certaine manière aux abonnés absents, dès lors qu'il s'agit bien
dire un certain nombre de vérités concernant le Yémen. Il y a une forme d'alignement sur les positions de la coalition qui pose malgré tout un certain nombre de problèmes, notamment parce que eh bien, cette politique-là militaire, elle apparaît comme extrêmement inefficace, elle apparaît également comme responsable de crimes, ou ce qui pourra être, ce qui est qualifiable de crimes de guerre. Donc, il se pose malgré tout un problème démocratique chez nous. Il ne s'agit pas de dire que la France est pleinement responsable de ce qui se passe au Yémen, ou l'Europe, ou les Occidentaux, mais ils viennent en seconde ligne et il y a une forme de complicité qui, malgré tout, pose un certain nombre de questions et qui font que eh bien, la politique menée par la communauté internationale, elle apparaît comme elle-même assez problématique, voire décevante. La sortie de crise au Yémen est, je dirais, un vrai enjeu aujourd'hui. J'ai parlé des négociations tout à l'heure, des négociations de paix qui sont notamment liées à l'intervention de la communauté internationale, mais qui apparaissent comme étant mal calibrées. On a des acteurs régionaux, notamment le sultanat d'Oman, le Koweït, qui ponctuellement peuvent chercher à eh bien, activer des nouveaux leviers pour permettre une pacification. Or, le problème, c'est que, de mon point de vue, il y a au fur et à mesure du développement de la guerre, une nouvelle disjonction qui a pu se créer entre un niveau régional qui apparaît comme étant potentiellement résolvable, c'est-à-dire que plus la guerre dure, plus finalement aussi l'image des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite se détériore, plus on a aussi les négociations sur le nucléaire iranien qui pourraient, je dirais, apporter le coup de pouce pour débloquer la situation au Yémen, permettre, je dirais, d'avoir une forme d'accord entre les puissances. Mais ce niveau-là, malheureusement, il s'est d'une certaine manière disjoint du niveau interne, où eh bien, plus la guerre dure, plus il y a une inimitié qui s'est développée, plus il y a des tensions, une fragmentation qu'on trouve également sur le plan institutionnel, avec la partie au sud qui se projette comme étant très largement indépendante du Nord, des options, y compris sur le plan de la politique internationale, qui divergent à travers les alliances que les acteurs locaux peuvent établir, qui font que même si on avait au niveau régional un règlement, eh bien, rien ne permet de penser que en interne, ça suivrait d'une certaine manière. C'est d'autant plus difficile que, eh bien, il n'y a pas réellement de perspective économique tenable. Il faudrait un investissement formidable des acteurs régionaux particulièrement, non pas seulement parce qu'ils sont eux-mêmes responsables des destructions à travers leurs bombardements, mais aussi parce que, d'une certaine manière, ils y ont intérêt. Ils ont intérêt à avoir un Yémen stable et à faire le pari d'une stabilisation du Yémen. Mais cet élément-là d'un investissement, d'un engagement de l'Arabie saoudite à travers des projets de développement, par exemple, il n'apparaît pas suffisant aujourd'hui. Parallèlement, on a ce que moi j'appelle les défis structurels du Yémen, qui, sur le plan démographique, liés à la croissance de la population, dans un contexte déjà de grande pénurie de ressources. Également les problèmes liés à l'eau, aux ressources qui sont clairement insuffisantes, et particulièrement autour des grandes villes, et notamment la ville de Sanaa, la capitale, qui est à 2300 mètres d'altitude et dans laquelle il est extrêmement difficile de faire venir de l'eau qui serait désalinisée, voire impossible. Ces éléments-là, d'une certaine manière, eh bien, obèrent, rendent difficile la possibilité d'envisager un Yémen pacifique dans les conditions actuelles. Et c'est pour ça qu'il est très difficile, de mon point de vue, d'être optimiste, à moins, je dirais, d'un changement radical de position et de politique menée par les acteurs régionaux, ceux qui en ont les moyens, c'est-à-dire de ne pas considérer le Yémen ni comme une menace, ni comme,
je dirais, une marionnette qu'on pourrait activer, mais réellement comme un partenaire, comme un enjeu constructif pour justement l'intégrer dans une zone qui deviendrait pacifiée.